Les États-Unis adorent leur statut de superpuissance. Immense armée, immense économie, immense dette. Supposons que les dettes soient réclamées, ou qu'un État estime que le drapeau pourrait avoir une étoile de moins. Le Texas pourrait-il partir vers le coucher du soleil? La Californie deviendrait-elle un empire de l'avocat? Et qu'en serait-il de la Virginie? Quels États pourraient réellement survivre en étant indépendants? Découvrons notre première étape dans cette tournée de la sécession, l'État de l'étoile solitaire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le Texas est immense, ridiculement immense, avec presque 269 000 miles carrés de barbecue. Ne plaisantez pas avec mon énergie. Le Texas a aussi été un pays indépendant. Soyons honnêtes, il ne s'est jamais remis de cette rupture, on est tous passés par là. Si la République du Texas faisait son retour un jour, elle ne ferait pas que survivre à ça. Elle paraîtrait plus grande, plus riche et sans doute trop fière. Le Rio Grande, un fossé naturel, et la côte, une carte de bienvenue de 3400 miles pour le commerce mondial. Pas d'engorgement à la Panama, juste une navigation fluide, la plupart du temps. Un point d'étranglement est possible, j'y reviendrai dans un instant. Le Texas, c'est le Costco du commerce américain. Pétrole, gaz, électricité, bœuf, technologie, énergie éolienne, tout ce que vous voulez. Il a tout ça, sans doute des hot dogs moins chers. Il produit plus d'énergie que n'importe quel autre État, et il n'y a même pas de comparaison possible. C'est la capitale pétrolière et gazière du pays, avec 201 milliards de barils de brut et de véritables montagnes de gaz naturel. La Floride arrive loin derrière en deuxième position, mais elle ne fait que compléter les chiffres. Le Texas est celui qui maintient la lumière allumée pour la moitié du pays. Littéralement. Si les États-Unis étaient jamais débranchés, le Texas serait celui qui marmonnerait. Très bien, je vais le faire moi-même. En gros, il y a plus d'énergie ici que l'État ne sait quoi en faire. C'est le gamin hyperactif de l'Amérique. Sauf qu'au lieu de la peinture au doigt, il éclabousse du pétrole brut partout. Le Texas ne se contente pas de s'alimenter lui-même, il alimente aussi tout le monde. 68% de toute l'énergie américaine exportée vient d'ici. Cela représente 1 543 milliards, rien qu'en 2024, de quoi faire froncer les sourcils à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Mais l'énergie n'est qu'une partie de l'histoire. 86% des terres texanes sont agricoles. Donc en gros, toute la carte, si c'est plat, ensoleillé et que ça sent le fumier, quelqu'un en tire profit. 14% des Texans travaillant dans l'agriculture, que ce soit dans la plantation, l'élevage ou en criant après la météo. Le Texas ne se nourrit pas seulement lui-même, il vous nourrit aussi. Le bétail mène la danse, valant à lui seul des milliards. Ajoutez œufs, avoine, pacane, agrumes, cacahuètes, riz, blé, maïs. C'est un rayon d'épicerie fier de son état. Au Texas, tout ce qui se mange ou se porte est souvent estampillé. Un agriculteur texan nourrit ou habille. Nourrir 155 personnes paraît héroïque. Mais si le Texas gardait tout, son taux d'obésité de 30% semblerait faible. Alors il exporte. Le reste de l'Amérique a son dîner. Le Texas dit de rien. Mais le Texas, ce n'est pas seulement de la nourriture et du pétrole, c'est aussi du silicium, de l'acier et du carburant pour fusées. Tesla et SpaceX se sont installés, puis Oracle et Caterpillar ont suivi. Le Texas est toujours en train de construire quelque chose, des villes, des autoroutes, des industries entières. Ici, tout est plus grand, surtout l'ambition. Et si quelqu'un pense pouvoir l'enlever, bonne chance. Le Texas a la plus grande garde nationale et plus d'1 million de vétérans. Quand les Texans disent « Ne touchez pas au Texas », ce n'est pas un slogan, mais un avertissement. Souvenez-vous de ce point d'étranglement dont j'ai parlé, de l'autre côté du golfe d'Amérique, anciennement le golfe du Mexique, la Floride. Si elle voulait, elle pourrait s'allier à Cuba communiste, et peut-être transformer le golfe en point d'étranglement. On dirait un scénario de méchant de bande dessinée, mais ici, c'est possible. Ce serait la seule vraie faiblesse. Le Texas a tout le reste qui est vaste. Et si vous aimez ces visites géographiques, n'oubliez pas de vous abonner. Je résiste aussi bien qu'un réseau électrique texan. Maintenant, traversons le golfe jusqu'en Floride, le seul état capable d'utiliser l'humidité comme une arme. La Floride a la deuxième plus longue côte de tous les états, selon certaines mesures, plus de 13 500 km. Aucun embouteillage, seulement de l'eau libre et des portefeuilles ouverts. Parfait pour l'exportation de marchandises. Ce qui est bien parce que ce n'est pas seulement un piège à touristes, avec les oranges et l'homme de Floride. C'est un exportateur net de produits alimentaires. En 2023, il a exporté pour 221 millions de fruits frais et 372 millions de légumes. Assez de fraises, tomates, mangues et cannes à sucre pour nourrir une armée ou préparer des cocktails pour tout Miami Beach, ce qui revient au même pendant les vacances de printemps.
Pas fan des plantes? Essayez les fruits de mer. Avec près d'un demi-milliard de dollars d'exportation, la Floride peut très bien se nourrir elle-même. Le problème, c'est l'énergie. Elle consomme énormément. Mais il n'y a presque pas de pétrole ni de gaz. Moins de 0,1% des réserves américaines. Un géant de l'énergie. Avec un réservoir vide au large, il reste assez de pétrole pour pomper 1 million de barils par jour. Le forage est interdit depuis 2006 désormais jusqu'en 2032. Mais cela ne change rien. La Floride s'est auto-interdite il y a longtemps. La réflexion à long terme n'est pas son fort. Contrairement au Texas, la Floride privilégie le solaire, mais les renouvelables ne couvrent que 10% de la demande, et il n'y a que 2 centrales nucléaires. Un État ne se nourrit pas que d'ambiance et de soleil. Heureusement, le revenu médian élevé de la Floride est de 73 000 $, et l'argent permet d'acheter du carburant. Un accord avec le Texas est logique. Énergie contre accès. Le Texas fournit l'électricité, la Floride le commerce caribéen. Entouré d'eau sur 3 côtés, alors ce qui est facile à défendre. L'État du Soleil peut-il donc rester un pays indépendant? Qui oserait s'attaquer à la Floride? Sa grande ressource, les retraités, surtout venus de New York. Prochaine étape de la tournée de la sécession. L'État de New York est l'un des centres de l'industrie financière mondiale, et c'est grâce à New York, le cœur battant du capitalisme. Et si vous ne l'aviez pas deviné, les New-Yorkais sont riches. Le revenu médian des ménages était de 82 100 $, mais richesse et influence ont leurs limites. Ces atouts sont utiles en société, mais inutiles en cas de coupure de courant. Un vrai pays a besoin d'industrie, d'infrastructures, et d'un moyen de garder le chauffage en février. Et c'est là que New York surpasse discrètement les autres. En 2024, elle a exporté 73 milliards de biens manufacturés, allant de l'acier aux semi-conducteurs. Elle ne fait pas que des échanges financiers, elle fabrique des choses. Le port de la ville est l'un des meilleurs au monde. Si New York est devenue une ville américaine, c'est parce que sa géographie l'a rendue riche. Le port de New York et du New Jersey est non seulement animé, mais essentiel. Le principal centre d'importation de pétrole, l'artère vitale du nord-est glacé. Débranchez cette prise et la moitié de la côte s'effondre avant le petit déjeuner. Voilà le problème. New York n'a pas assez d'énergie pour continuer à fonctionner toute seule. 4e par la population, elle n'est que 10e en production d'électricité. Elle importe environ 45% de son électricité du Canada. Être indépendant reste compliqué tant qu'on dépend du Québec. Et puis il y a la centrale nucléaire d'Indian Point, ou du moins il y en avait une avant sa fermeture. En 2021, un quart de l'électricité de New York a été coupée du jour au lendemain. C'est le genre de décision qui dit « Et si on rendait les coupures de courant plus artisanales ?» Maintenant, la ville qui ne dort jamais brûle encore plus de combustibles fossiles juste pour rester éveillée. Seul New York peut fermer une centrale électrique et parler de progrès. New York importe environ 85% de son énergie. Elle ne produit presque pas de gaz naturel. La nourriture n'est pas bien mieux. La ville en importe pour des milliards de dollars chaque mois. Et non, les potagers de chou kale sur les toits n'y changeront rien. New York ne peut pas survivre seule, pas encore, du moins pas pour l'instant. Elle devrait acheter et bluffer bruyamment pour se sortir de chaque crise. Elle troquerait commerce, finance, médias et influence contre nourriture et carburant, vendant son charme comme elle vendait des hypothèques avant le crack. Mais New York a tout de même un atout, une façon d'être un peu moins dépendante. C'est juste sous terre, dans le nord de l'État. Pas du pétrole, pas de l'or, juste de bonnes vieilles ressources naturelles. Des ressources à extraire, fondre ou accidentellement polluer une rivière avec. C'est essentiel à la survie. Sale, bruyant et gênant. Parfaitement. New York. Regardez juste de l'autre côté de la frontière. New York est situé sur les gisements de gaz de schiste de Marcellus et d'Utica. Enfin, il les partage avec la Pennsylvanie. Comme des colocataires maladroits. Le Marcellus à lui seul est immense. C'est le plus grand gisement du pays. New York a interdit la fracturation hydraulique en 2014. C'est très bon pour l'environnement, mais mauvais pour la survie. Pendant ce temps, la Pennsylvanie en parle sans cesse. Si elle agit seule, New York devra peut-être forer aussi. Exploiter le Marcellus pourrait rendre l'État énergétiquement indépendant, voire puissant. La question est jusqu'où cela ira. Est-ce que cela deviendra le prochain empire, ou simplement le paradis fiscal le plus rusé du monde? Jusqu'à présent, nous avons vu comment la Floride, le Texas et New York s'en sortiraient. Bien sûr, c'est peut-être un peu prévisible. Mais restez avec nous pour la suite. Et dites-moi dans les commentaires si quelque chose vous a surpris. J'ai déjà mentionné la Pennsylvanie, alors allons-y maintenant.
Les champs gaziers de Pennsylvanie tournent à plein régime, les plateformes s'activent, bourdonnant comme un hipster passionné de bière artisanale. Un peu trop fier, l'État détient 763 000 milliards de pieds cubes de réserve. Le Texas est en tête, mais la Pennsylvanie est le surdoué qui en parle sans cesse. Rockefeller n'est plus là depuis longtemps, mais l'État continue d'en profiter. C'est le principal exportateur d'électricité des États-Unis vers l'Ohio, le Maryland, le New Jersey et New York, qui manquent d'énergie, comme un food truck pour le réseau électrique. Et ce n'est pas tout. Le gouverneur Josh Shapiro a aussi évoqué la relance de 3 Mile Island comme centrale électrique. Pour les centres de données d'intelligence artificielle, rien ne symbolise mieux le progrès que de faire fonctionner la technologie de demain sur une catastrophe d'hier évitée de justesse. L'alimentation reste un point faible. 22 milliards d'exportations agricoles, surtout produits en laitier, soja et volaille. La Pennsylvanie consomme toujours plus qu'elle ne vend. Mais l'énergie achète pouvoir, acier et tout le reste. Le port de Philadelphie a exporté pour 46 milliards de marchandises en 2024. Pas mal pour un port fluvial qui sent encore légèrement le cheesesteak et les rejets industriels. Mais voici le problème. Toute Philadelphie dépend du fleuve Delaware, à un seul point critique d'une catastrophe, et c'est là que tout se joue. Le New Jersey, un cône de signalisation version État, expert en rancune. La meilleure option semble donc évidente. La Pennsylvanie, New York et le New Jersey s'allient. L'énergie vient de l'ouest, la finance de l'est et l'attitude du centre. En d'autres termes, rien ne change. Donc la Pennsylvanie peut se débrouiller seule pour l'instant. Mais il faut lui laisser du temps. L'enfant du milieu de la côte ouest veut toujours attirer l'attention. Washington a de bonnes chances de s'en sortir tout seul. Sa géographie l'avantage, longue côte pacifique. Aucun point d'étranglement majeur, sauf peut-être le Puget Sound, mais c'est très hypothétique. C'est l'une des voies maritimes les plus fréquentées du pays, avec les ports de Seattle et Tacoma, le 5e plus grand des États-Unis. Tant que l'État de Washington s'entend avec le Canada, le commerce prospère. La Colombie-Britannique devrait peut-être hésiter avant de défier l'État qui contrôle l'électricité de l'autre côté de la frontière. En ce moment, l'État de Washington produit plus d'électricité qu'il n'en a besoin. Il exporte de l'électricité vers la Californie et, oui, vers le Canada. Mais cette demande est sur le point de grimper en flèche. L'interdiction par l'État, en 2035 des nouvelles voitures à essence, pourrait presque doubler la consommation d'électricité. Heureusement, l'État de Washington fournit un quart de l'hydroélectricité américaine grâce à ses ressources abondantes. Le barrage de Grand Coulee à lui seul produit 15 TWh par an, assez pour faire fonctionner indéfiniment toutes les machines à café de la côte ouest. Mais l'avenir n'est pas fait que de cascades et d'arrogance liées aux énergies renouvelables. L'État de Washington, géant vert dépendant des énergies fossiles, produit peu de pétrole et de gaz et en importe plus qu'il n'en exporte. Des startups de la fusion comme Helion, Zap et Avalanche essaient de changer cela. Helion construit la première centrale de fusion pour alimenter un centre de données Microsoft d'ici 2028. Si ça marche, Washington deviendra intouchable. Si ça ne marche pas, eh bien, il continuera d'être ce type à la fête qui insiste que la fusion n'est qu'à 10 ans. La bonne nouvelle, c'est que Washington a de la nourriture et de l'argent pour négocier. C'est un exportateur net de nourriture, avec des centaines de millions en fruits, légumes, blé et fruits de mer. Cet endroit pourrait s'autosuffire et envoyer ses surplus vers le sud. C'est aussi une région riche. Le revenu médian des ménages est d'environ 94 600 en 2023. Et il n'y a pas que la technologie, il y a aussi l'industrie. Plus de 40 milliards d'exportations manufacturières menées par 185 milliards dans les équipements de transport, avions, navires, missiles. Donc, bloquer le Puget Sound ressemble moins à une stratégie qu'à un vœu de mort. L'État de Washington bénéficie des exportations d'énergie et de l'ingénierie. Si on garde les pipelines ouverts, c'est l'un des rares États qui pourrait réellement prospérer en tant que pays indépendant. Surtout si l'une de ces startups de fusion finit par réussir, en espérant que cela ne vaporise pas la réserve de café de Seattle ou la moitié de Microsoft. Tout ce discours sur l'énergie s'en voyage dans le Grand Nord. Un autre endroit mérite la médaille d'argent. Ici, de vrai, est le mot-clé. L'Alaska est peut-être froid, mais il n'est pas faible. C'est l'un des rares endroits qui pourrait vraiment se débrouiller tout seul. Plus de 10% de ses habitants sont d'anciens combattants, le taux le plus élevé du pays. L'État ressemble à une association de propriétaires armés de motoneige, la géographie y contribuant aussi.
C'est pratiquement une forteresse. De l'eau sur 3 côtés, de la glace sur le 4e et l'isolement fait le reste. Économiquement, l'Alaska peut survivre. Plus de 3 milliards de barils de pétrole en réserve, 465 000 barils extraits chaque jour et assez d'argent pour maintenir un gouvernement prospère. Il paie littéralement les gens pour exister, environ 1000 à 2000 dollars par an et par habitant. Il repose aussi sur 125 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel, mais le problème, c'est qu'il ne peut pas l'exporter. Pas sans le gazoduc de gaz liquéfié. Il en rêve depuis l'époque où le disco était encore à la mode. La nourriture, par contre, c'est une catastrophe totale. Entre 90 et 95% de tout ce qui est consommé ici vient d'ailleurs. L'État est bon dernier en matière d'exportations agricoles. Il y a beaucoup de fruits de mer, mais pas de bœuf, ni de céréales ou d'agriculture à grande échelle. La terre est trop froide, trop accidentée et trop occupée à essayer de vous tuer, ce qui, ironiquement, est la raison pour laquelle la Russie l'a vendu en premier lieu. La survie dépend donc de l'échange pétrole et gaz contre nourriture. Le revenu médian est d'environ 86 600, principalement issu de l'énergie. L'industrie manufacturière étant secondaire. Peut-être 2000 personnes au total. Quand l'argent du pétrole s'épuise, l'Alaska aussi. Pourtant, sa géographie lui donne un certain avantage. L'énergie, c'est le pouvoir. Un accord avec Washington offrirait chaleur à tous. Pétrole et gaz échangés contre nourriture et technologie. 2 États voisins, se soutenant mutuellement. Et comparé au chaos plus au sud, l'isolement de l'Alaska pourrait bien être son plus grand avantage. Difficile d'affamer un État indispensable, juste pour rester au chaud. L'Alaska, Washington et la Pennsylvanie semblent gérer la situation. L'une t'a-t-elle surpris jusque-là? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Passons du Grand Nord au Sud profond. Le Mississippi a la carte de son côté, l'accès au golfe, le contrôle du fleuve et une place de choix sur les routes commerciales qui comptent vraiment. Mais c'est là que les bonnes nouvelles s'arrêtent net. En 2023, près de la moitié des revenus de l'État, soit 106 milliards, venaient de Washington. Cela équivaut à 47% de son budget. Le gouvernement fédéral est le mécène du Mississippi. Et si cette relation prend fin, le Mississippi devra chercher sous les coussins du canapé pour trouver 1 ou 10 milliards de rechange. C'est pire, l'État consomme 4 fois plus d'énergie qu'il n'en produit, et produit très peu de gaz naturel. Bien sûr, il y a un peu de pétrole, 232 000 barils en avril 2025, ce qui semble bien jusqu'à ce qu'on réalise que cela place l'État derrière 14 autres. Le Mississippi n'est pas impliqué dans l'énergie, et la situation n'est guère meilleure pour l'alimentation. Il a exporté pour 25 milliards de dollars de produits agricoles, mais la plupart provenaient de la transformation de cultures cultivées ailleurs. Près de 90% des produits en supermarché sont importés. Ajoutez un revenu médian des ménages de 54 200 $, l'un des plus bas du pays. Et la situation passe de sombre à, s'il vous plaît, envoyez des snacks. Pourtant, la géographie lui tend une bouée de sauvetage. Le golfe et le fleuve Mississippi en font un centre naturel de commerce et de raffinage. Le delta fertile pourrait permettre plus d'agriculture si c'est bien géré. C'est un gros si, mais sans industrie, énergie ou flux de trésorerie. Le Mississippi n'a pas la force de faire cavalier seul. Alors quelle est la stratégie? Choisir un camp. La République du Grand Texas ou la coalition du Golfe de Floride ont toutes deux de l'énergie, des infrastructures et de l'argent. Le Mississippi a la géographie. Et dans ce monde, la géographie. Est-ce que ce pouvoir de négociation suffit à faire la différence? Pas assez pour dicter les règles. Ce n'est pas que des mauvaises nouvelles. Le Mississippi ne serait pas seul en bas de l'échelle. La Virginie fait ses valises et s'installe. Le revenu médian de l'État tourne autour de 90 000. Seulement 29% des revenus de l'État viennent de Washington. Ça semble indépendant, non? Sauf que la majeure partie de la Virginie, c'est Washington. Des agences fédérales, des bases militaires et des sous-traitants de la défense. À perte de vue, si Washington District de Columbia s'effondre, le nord de la Virginie sera dans la zone d'impact. La géographie aide un peu. La côte atlantique lui donne accès aux routes commerciales, ce qui est indispensable car elle ne sera pas autonome en énergie de sitôt. La Virginie a été dernière en production de pétrole brut en 2024 avec seulement 3000 barils. Ce n'est pas une industrie, c'est un passe-temps. Elle importe presque tout son gaz naturel et son uranium. Et c'est le plus grand importateur net d'électricité du pays, achetant 36% de ce qu'elle consomme. La Virginie ne produit pas d'énergie, elle la siphonne.
Si les lumières s'éteignent à Washington, les salaires fédéraux s'arrêtent soudainement. Les centres de données d'intelligence artificielle et les usines de fabrication de Virginie, qui ont généré 154 milliards d'exportations l'année dernière, s'arrêtent du jour au lendemain. L'État qui construit les drones américains devient un cimetière d'écrans noirs et d'ingénieurs non payés. Mais il y a un seul salut, la nourriture. La Virginie est un exportateur net. La terre est toujours fertile, les vaches meuglent encore. Avec les bonnes alliances, la Virginie pourrait ancrer une république du centre de l'Atlantique. Un peu de commerce, un peu de diplomatie, et beaucoup à faire semblant que tout va bien. Pas l'indépendance, mais la survie, ce qui de nos jours revient au même. Que diriez-vous de quelques jokers? Peut-être que ces endroits survivent, peut-être pas. Hawaï a déjà survécu à l'isolement, pendant des siècles. Elle sait attendre, et sa géographie en fait toujours l'un des endroits les plus faciles à défendre sur Terre. De l'eau partout, des montagnes assez acérées pour te couper. Le problème, c'est que ce smoothie que tu sirotes ne serait ni froid, ni bon marché, ni même fait avec de vrais fruits. Les îles n'ont ni pétrole ni gaz et dépendent totalement du carburant importé, surtout du gaz naturel liquéfié du Japon, ce qui marche, tant que cela dure. Ensuite, Hawaï sombre dans le noir, aussi vite qu'un téléphone de touriste après 10 000 selfies au coucher du soleil. La nourriture n'est pas meilleure. 90% de la nourriture est importée. Pendant des décennies, détruire des terres agricoles pour bâtir des hôtels paraissait une très bonne idée. Reconstruire cette base prendrait des années et ruinerait probablement la vue depuis la piscine à débordement. Donc non, Hawaï ne fait pas cavalier seul. Sa meilleure option est de redevenir utile, un point central entre ce qu'il reste de l'Asie et les États de l'Ouest. La dernière escale du monde. L'indépendance serait brutale, mais survivre, Hawaï sait déjà le faire. Il le fait depuis toujours. Le reste d'entre nous a appris à brûler des choses pour produire de l'énergie, idéalement avec un générateur et du froid. Pina colada, le Colorado est un autre joker, et un plutôt solide aussi. Derrière les Rocheuses, c'est en quelque sorte la pièce de panique de l'Amérique. L'un des endroits les plus défendables du pays, et le troisième plus grand exportateur de biens. Il déplace près de 10 milliards en produits manufacturés. C'est aussi en train de devenir un centre technologique que certains appellent même la Silicon Valley du quantique, ce qui est impressionnant. Personne ne sait vraiment ce que cela signifie. Le problème ? L'essor vient en grande partie de l'argent fédéral. Si Washington stoppe son soutien, ces startups perdent leur bouée de sauvetage. Soudainement, la vallée du quantique ressemble plus à une salle de jeu vraiment coûteuse. Pourtant, les fondamentaux restent solides. Le Colorado est le 4e producteur de pétrole, avec 172 millions de barils en 2024. Il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Et malgré les montagnes, c'est un exportateur net de nourriture, premier en millet, et qui n'aime pas le millet. 80% de son blé est exporté. Pas de littoral, aucun souci. Le Colorado n'a pas besoin de port, il dispose d'énergie, de nourriture et d'altitude, donc... Le kit de démarrage des survivalistes. Ou bien le Colorado pourrait finir par s'unir rapidement à un état voisin. À quoi penses-tu quand tu entends Utah, les lacs salés? Les Mormons, ces colons venus à l'ouest pour créer un monde où on ne les ridiculisait pas. Ils voulaient l'isolement, un sanctuaire, un endroit où la foi pouvait grandir et où le jugement ne pouvait pas les atteindre. Ça semblait fou jusqu'à ce que ça marche. Il s'avère que le milieu de nulle part fait un excellent quartier général. Bien sûr, c'est enclavé, sans littoral, sans port, sans importation rapide. C'est difficile à vendre, mais honnêtement, l'Utah n'a pas besoin d'océan. Il repose sur un véritable buffet énergétique. 9e plus grand producteur du pays, 66 millions de barils de pétrole en 2024, et il a produit plus de gaz naturel qu'il n'en a consommé. Suffisant pour éclairer les temples des années durant. La nourriture assurée, l'Utah exporte et le bœuf surgelé est la vedette. Bétail, produits laitiers, céréales, tout y est. Il a exporté 174 milliards de biens manufacturés. Impressionnant pour un État souvent perçu comme désertique, avec du sel et des sermons. Un littoral serait agréable, mais l'Utah a l'essentiel. Énergie, nourriture et industrie, derrière un mur de montagne. C'est une forteresse naturelle, et si elle s'allie avec le Colorado, ce n'est plus un État. C'est Fort Knox, avec Opresky. Ah, et vous vous demandez sûrement ce qu'il en est de la Californie. Bien sûr, elle survit toujours. Argent du soleil et avocat. Elle est presque immortelle. C'était trop évident.
Alors je le dis ici, surtout pour prouver à quel point je suis minutieux. En cas de dislocation des États-Unis, qui gagnerait le grand divorce américain? Je parierais sur le Texas, mais je ne miserai pas contre les avocats de la Californie. Ils ont renversé des choses plus effrayantes que des gouvernements. Et ils facturent à l'heure. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour en voir d'autres, abonnez-vous et activez les notifications. Ça fait vraiment une différence. Merci encore et je vous retrouve la prochaine fois sur ma PAC.